Manuel Bompard, qui est notre invité pour le nouveau Front Populaire. Bonjour. Bonjour. Nous allons d'abord vous interroger avec Jérôme Chapuis. Et puis c'est Renaud Dely qui va nous rejoindre à partir de 9h, car c'est vous, auditeurs et téléspectateurs de France Info, qui poserez vos questions en direct. Je vous rappelle le numéro qu'il faut appeler, que vous pouvez appeler dès maintenant, 0809 40 41 42. Et vous pouvez également nous contacter sur franceinfo.fr. Mais d'abord, Manuel Bompard, Marine Le Pen a fait part d'une crainte hier. Écoutez. Si, pour notre plus grand malheur, l'extrême gauche gagnait ces élections législatives, il n'y aurait pas une manifestation dans les rues. Si nous gagnons les élections législatives, alors oui, probablement, il y aura des manifestations dans les rues. L'extrême gauche, depuis toujours, agit par la violence. Voilà. Ils attaquent les meetings, ils attaquent les manifestations, ils pourrissent les manifestations sociales, et maintenant ils se mettent à manifester contre les résultats des élections. Ils vont faire quoi demain? Ils vont prendre le Capitole? Elle a raison, Marine Le Pen, vous ne respecterez pas le verdict des urnes si c'est le Rassemblement national qui gagne? Franchement, c'est ridicule et Marine Le Pen est très mal placée, je crois, pour donner ce type de leçon. Elle termine son intervention en disant « ils vont prendre le Capitole ». C'est une référence à ce qu'avaient fait les partisans de Donald Trump aux États-Unis. Je rappelle que celle qui soutenait Donald Trump à l'époque, c'était Marine Le Pen. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Et l'extrême droite essaye, depuis le début de cette campagne, si vous voulez, à faire porter la responsabilité ou la crainte d'éventuels débordements ou de remise en cause de la démocratie sur d'autres qu'elle-même, alors que s'il y a bien quelqu'un qui menace l'état démocratique du pays aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. Le verdict des urnes, quel qu'il soit, mais bien évidemment, mais nous l'avons toujours fait d'ailleurs, mais ce n'est pas la même chose de dire que nous respectons le verdict des urnes et de dire qu'il ne devrait pas y avoir, par exemple, de manifestations pour exprimer sa colère, pour exprimer non, mais si ça dégénère, vous appellerez au calme, c'est ça. Mais écoutez, moi, la formation politique que je représente et les formations politiques que je représente en quelque sorte, puisque ce matin, je parle aussi au nom du nouveau Front Populaire, ont toujours été attachés à la démocratie, ont toujours respecté la démocratie et essayent de remporter les élections dans le cadre démocratique. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là, pour essayer de convaincre les électrices et les électeurs de pas laisser Marine Le Pen et l'extrême droite s'emparer du pouvoir. Donc vous ne partagez pas ce que dit le président de la République lui-même, le risque de guerre civile si le RN arrivait au pouvoir ou si vous arriviez au pouvoir? Mais d'abord, je trouve ignoble de mettre sur le même plan des formations politiques de gauche qui se sont toujours battus pour l'unité du pays, qui se sont toujours battus avec un programme qui est un programme universel, qui refuse de classer les Françaises et les Français en fonction de leur couleur de peau, de leur religion, et une organisation politique, le Rassemblement national, qui trouve ses origines, son inspiration dans la haine de l'autre, dans le rejet de l'étranger. Les mettre sur le même plan, comme le fait le président de la République, est tout simplement scandaleux. Manuel Bompard, il fait référence au fait que voilà, la révolution, le bruit et la fureur, la conflictualisation comme méthode politique, c'est aussi Jean-Luc Mélenchon. Mais ça n'a rien à voir. Vous pouvez tout à fait considérer, moi je ne m'en cache pas, je suis un partisan de ce qu'on appelle la révolution citoyenne. Oui, et dans la révolution citoyenne, il y a le mot citoyen, c'est-à-dire que ça passe par les élections, ça passe par les voies démocratiques. C'est pas le désordre permanent? Mais non, pas du tout. Mais pardonnez-moi, enfin le désordre aujourd'hui, on l'a sous les yeux et c'est plutôt le résultat de 7 ans de politique macroniste. Mais attendez, j'assume de dire qu'il faut rompre, qu'il faut avoir des politiques qui soient des politiques qui vont transformer radicalement la société aujourd'hui, pas pour faire du désordre, mais parce qu'aujourd'hui, pardon, mais pour beaucoup de gens dans ce pays, la vie elle est trop dure, qu'il faut partager les richesses autrement, qu'on a besoin d'être dans une forme de bifurcation économique pour pouvoir répondre à l'enjeu climatique. Et ça nécessite des changements qui sont des changements radicaux. Ça, je le conteste pas. Et enfin, je veux dire une dernière chose et je vous laisse poser votre question suivante. Mais quand Marine Le Pen ne cesse de dire extrême gauche, extrême gauche, extrême gauche, écoutez, rien dans notre programme politique est un programme politique d'extrême gauche. Elle dit qu'elle n'est pas d'extrême droite. Oui, mais sauf que vous savez, cette question, elle a été tranchée, pas par moi, mais par le Conseil d'État, qui a dit que l'extrême droite, le Rassemblement national était classé à l'extrême droite et nous à gauche. Manuel Bompard, dans les derniers jours de cette campagne, à cet anniversaire, il y a un an, jour pour jour, Naël, 16 ans, était tué d'une balle à bout portant par un policier à Nanterre. Au-delà du drame, les causes profondes des 9 jours d'émeutes qui avaient suivi sont-elles toujours là, selon vous? En tout cas, rien n'a été fait depuis ce drame pour faire en sorte que d'autres drames de même nature ne puissent pas se reproduire demain. Puisque ce qui est à l'origine de ce drame, c'est un enfant, un jeune homme qui est tué par la police dans des conditions, et tout le monde avait vu la vidéo à l'époque, qui était tout simplement inacceptable. Et à l'époque, nous avions dit, nous étions quasiment les seuls
à avoir dit il faut apporter des réponses qui sont des réponses structurelles au problème du rapport dégradé entre la police et une partie de la population. Et donc, par exemple, nous avions dit il faut revenir sur la modification de la loi sur l'utilisation des armes par les policiers, la modification de la loi qui est héritée de François Hollande et de Bernard Cazeneuve, puisque depuis que la loi a été modifiée, elle s'est traduite par le fait qu'il y a eu davantage de décès suite à des refus d'obtempérer. Rien n'a été changé sur ce sujet. La question des discriminations, du fait qu'aujourd'hui, dans notre pays, quand vous êtes, c'est les termes qui sont employés, noir ou arabe, vous avez 20 fois plus de chances d'être contrôlé qu'une personne qui n'est pas considérée comme noir ou arabe. Encore une fois, je reprends les termes tels qu'ils sont utilisés. Ça, c'est des problèmes structurels sur lesquels il faut apporter des réponses. Et c'est quoi les réponses? C'est par exemple la création de récépissés pour dans le programme du nouveau Front populaire, il y a effectivement le fait de créer, introduire cette forme de récépissé sur les contrôles d'identité pour vérifier que ces contrôles d'identité ne sont pas abusifs. C'est le fait de réformer l'IGPN, c'est-à-dire les autorités de contrôle de la police, pour les remplacer par une autorité de contrôle indépendante qui pourrait être placée sous l'égide de la défenseur des droits, à l'image de ce qui peut exister dans d'autres pays en Europe, c'est-à-dire une autorité indépendante pour juger d'éventuels non-respect de la déontologie de la part des policiers. Mais ça, c'est pour le fait générateur, mais pour ceux qui... c'est quand même le plus important. Bien sûr, mais il y a aussi, important, les émeutes, ceux qui s'en prennent à des médiathèques, à des mairies, à des bâtiments publics. Il faut les punir, il faut responsabiliser, par exemple, les familles, les parents. Mais dans tout ce débat, bien évidemment que si une personne s'en prend à un bâtiment public ou à quelqu'un d'autre, bien évidemment qu'il doit être sanctionné. Le sujet n'est pas là. Le sujet... si, quand même, parce que ce qui vous est reproché, c'est votre laxisme envers des violences. Mais non, mais enfin, je veux là-dessus, vous répondez quoi? Par plus de je fermeté réponds ou qu'il pas? n'y a aucun laxisme. Donc, si vous m'interrogez sur des procès qui sont des procès mensongers, je ne peux que vous répondre que ce sont des procès mensongers. La question, c'est qu'est-ce qu'on propose, comment on prend le problème pour éviter que, par exemple, la délinquance attribuée aux mineurs, par exemple, ne s'accroît pas. C'est ça la question. Comment on fait pour résoudre le problème? Et pour résoudre le problème, je crois que les logiques qui sont à l'œuvre depuis des années et des années, qui sont des logiques purement répressives, ne fonctionnent pas. C'est pas un sujet idéologique, c'est que ça ne marche pas. J'entends dans cette campagne le Rassemblement national dire on va supprimer les allocations familiales pour les parents d'enfants délinquants. Mais ça a déjà été fait en France. On a, à l'époque sous Nicolas Sarkozy, supprimé les allocations familiales pour lutter contre l'absentéisme scolaire. Mais regardez le bilan, ça s'est traduit par le fait qu'il y a eu davantage d'absentéisme scolaire. Donc je ne comprends pas pourquoi il faudrait tous s'aligner sur des propositions qui ont déjà fait la preuve de leur inefficacité. Donc moi je propose une autre logique. L'autre logique, c'est d'éviter que les problèmes se produisent. C'est pas juste de mieux sanctionner quand les problèmes se produisent, c'est d'éviter qu'ils se produisent. Et pour ça, il faut davantage d'éducateurs de rue, il faut davantage d'associations pour accompagner les familles qui ont des difficultés, y compris dans l'éducation de leurs enfants. Pardon, est-ce que vous savez qu'en Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, quand vous avez... Parce que les mesures d'assistance éducative, ça existe déjà par la justice, c'est-à-dire des mesures qui visent à dire il faut aider les familles. Bon, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'association ou pas d'éducateurs pour les mettre en application? Il faut attendre 10 ans parfois. Comment vous voulez résoudre le problème? Donc il faut davantage de moyens. C'est un manque de moyens, de personnel. Oui, davantage de structures, plutôt que d'être dans une forme de communication ils ne sont pas sanctionnés alors qu'ils le sont. On ouvre un autre chapitre. Salia Braclia. Et nous sommes toujours avec Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise et représentant ce matin du nouveau Front populaire. Je rappelle que vous pouvez lui poser directement vos questions, auditeurs et téléspectateurs de France Info. Il suffit d'appeler au 0809 40 41 42, c'est le numéro du standard de France Info. Il est déjà ouvert, ou sur franceinfo.fr. Manuel Bompard, l'un des sujets qui intéresse le plus les Français, c'est les retraites. La dernière réforme a mis du monde dans la rue, et donc vous proposez de l'abroger, cette réforme d'Emmanuel Macron, et d'instaurer la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Donc si on a commencé à travailler à 20 ans, on part à 60. Si on a commencé à travailler à 25 ans, on part à 65. Non, justement, s'il y a un âge de départ à la retraite à 60 ans, il s'applique pour tout le monde. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de partir à la retraite dès 60 ans, y compris si vous avez commencé à travailler à 25 ans. Mais après, pas à tout plein, du coup. Attendez. Si je m'arrête à 60 ans alors que j'ai commencé à 25 ans, je vais répondre à votre question de manière extrêmement précise. Si vous partez à 60 ans, vous n'avez pas votre retraite complète puisque vous n'aurez pas cotisé suffisamment pour pouvoir avoir l'ensemble des trimestres de cotisation. Par contre, nous voulons supprimer ce qu'on appelle la décote.
C'est-à-dire que vous n'aurez pas votre retraite en entier, mais par contre, vous n'aurez pas de pénalité supplémentaire comme c'est le cas aujourd'hui dans la loi. Aujourd'hui, dans la loi, si vous partez alors que vous n'avez pas eu l'ensemble de vos trimestres de cotisation, vous avez une décote supplémentaire. Première chose que je veux vous dire. Deuxièmement, vous savez que on peut avoir des trimestres de bonification. Si vous avez commencé à travailler à 25 ans, mais que par exemple vous avez eu des enfants, ça existe aujourd'hui dans le système de retraite. Oui, d'accord, mais donc ça veut dire que vous ne partez pas, même si vous voulez avoir l'ensemble de vos trimestres de cotisation, ce n'est pas forcément à 65 ans, pour reprendre cet exemple pour la personne qui a commencé à travailler à 25 ans, que vous y parvenez. Vous pouvez y parvenir avant parce que vous avez eu des bonifications dans vos trimestres. Nous voulons prendre en compte les années d'études pour faire en sorte que des personnes, le cas que vous donnez, c'est généralement une personne, puisqu'elle a commencé à travailler à 25 ans, qui a fait des longues études, et il faut que ces études puissent être prises en compte aussi dans le calcul de la retraite. Manuel Bompard, ce système plus avantageux, de caricaturer vous le les choses de la financez manière comment ? Comment on le finance ? D'abord, je veux préciser notre programme de manière très simple. Si nous arrivons au pouvoir demain, c'est-à-dire s'il y a un gouvernement du nouveau Front Populaire au mois de juillet, la première chose qu'on fait, c'est immédiatement on abroge la réforme d'Emmanuel Macron. Il faut quand même que les gens qui nous écoutent comprennent. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont au-delà de 62 ans peuvent partir à la retraite au mois de juillet. Mais la question du financement, elle est importante parce que même avec cette réforme qui ouvre sur des critères plus stricts, il faut déjà trouver 14 milliards à horizon 2030. Donc je vous repose ma question. Comment vous financez ? Monsieur, si vous cherchez 14 milliards d'euros, si vous soumettez les dividendes versés au CAC 40 aux cotisations retraite, ça rapporte combien, vous savez ? 14 millions. Milliards. Oui, mais là, on parle je vous donne un exemple. Je peux vous donner on parle de conditions beaucoup plus avantageuses que vous nous décriviez à l'instant. Comment est-ce que vous les financez de chercher 14 milliards. Non, mais ça va coûter combien votre réforme ? Attendez, mais laissez-moi juste vous détailler. Il n'y a aucun problème, tout est chiffré. Donc ne vous inquiétez pas, on va y venir. Je dis que ce que nous faisons immédiatement, c'est abroger la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, introduire le fait que la retraite minimum pour une carrière complète soit au niveau du SMIC et passer le minimum, oui, du au coup, niveau 1600 du euros, la retraite minimum. Oui, et pour une carrière complète, et passer le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté. Et donc, ça, c'est ce que nous faisons immédiatement. Ça coûte 8 milliards. Ça, ce que je viens de vous détailler, ça coûte 8 milliards. Vous pourrez consulter le chiffrage de nos propositions. Ensuite, si vous voulez, comme nous le proposons, avant 2027, déposer à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Ça a été chiffré par l'Institut Montaigne, pas par la France Insoumise, à 32 milliards. D'accord ? 32 milliards, c'est le coût de la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Par an, donc. Comment on finance ? On finance en élargissant les revenus qui sont soumis à cotisation. Je vous ai parlé des cotisations sur les revenus du capital, et en l'occurrence notamment sur les dividendes qui sont versés aux actionnaires. On le finance parce que quand on augmente les salaires, puisque nous proposons d'augmenter le SMIC à 1600 euros, ou quand nous augmentons le point d'indice des fonctionnaires de 10%, comme nous le proposons, c'est davantage de cotisations qui rentrent dans le système et qui permettent de financer la réforme des retraites. Quand vous avez des mesures contraignantes pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, c'est donc que les femmes vont voir leur retraite augmenter. Vous misez sur l'augmentation des salaires, notamment du SMIC, un SMIC à 1600 euros. C'est l'une de vos principales mesures. Pas seulement, je vous ai donné plein d'exemples. Mais qu'est-ce que vous dites aux patrons de TPE et PME qui vous disent, depuis que vous avez sorti cette annonce-là, cette mesure-là, on n'y arrivera pas, on n'aura pas les moyens. C'est un autre sujet, mais on va y venir. Donc, je vous ai présenté comment on peut financer notre retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Je pense que c'est clair pour les gens. Mais déjà, on comprend que c'est pas tout le monde à 60. Non, je vous ai donné des exemples et par ailleurs, on propose d'introduire ce qu'on a appelé une surcotisation pour les plus hauts revenus. Et ça, c'est différentes pistes de financement. Il y aura un débat parlementaire sur ce sujet. Mais je crois qu'avec toute la liste que je vous ai faite là, je vous ai montré qu'il était tout à fait possible de financer cette mesure. Maintenant, la question des salaires, parce que c'est une autre question, mais elle est liée, vous avez raison. La question des salaires, oui, aujourd'hui, les Français ont vu leur salaire ramené à l'inflation ces dernières années baisser. Donc il faut, et nous sommes les seuls à le proposer, une action sur les salaires. Cette action sur les salaires, elle passe par l'augmentation du SMIC à 1600 euros et elle passe par l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires. Aujourd'hui, vous avez 50% de l'économie du pays en France qui est tirée par la consommation populaire. Si vous augmentez le SMIC et vous augmentez les bas salaires, c'est de l'argent qui est réinjecté immédiatement dans la consommation populaire. D'accord, mais les TPE et les PME qui payent les salaires disent non, on n'y arrivera pas. Attendez, les TPE, PME dont vous êtes en train de me parler, d'abord, il ne faut pas en permanence prendre leur exemple pour exonérer les grandes entreprises, les multinationales de leur responsabilité. Celles qui font le tissu économique en France. Oui, d'accord, mais il y a des grandes entreprises qui, elles, n'auront aucune difficulté à augmenter le SMIC. Oui, mais là, votre mesure, c'est pour tout le monde. Oui, bien sûr, mais dans quel secteur sont concentrées les personnes qui sont au SMIC aujourd'hui ? Dans la grande distribution, dans le BTP, dans la restauration et dans l'hôtellerie, qui ne sont pas
Il y en a beaucoup en PME. Mais il y a des PME dans les secteurs que je suis en train de vous indiquer, mais qui ne sont pas délocalisables. Ensuite, j'essaye d'être précis, mais comprenez que c'est un sujet qui est un sujet quand même important. On ne sait pas du coup ce que vous dites à ces TPE mais je suis en train de vous répondre. Je suis en train de vous dire, premièrement, elles vont être les premières à bénéficier de l'augmentation du SMIC parce que ça va remplir leur carnet de commandes. Parce que aujourd'hui, des artisans, aujourd'hui dans l'hôtellerie, dans la restauration, aujourd'hui des petites et des moyennes entreprises, elles ont un problème de carnet de commandes. Donc d'abord, ça va... C'est un pari, ça. Non, c'est pas un pari, c'est une démonstration qui a déjà été faite à chaque fois qu'on a augmenté le SMIC, que contrairement à quand on fait comme Emmanuel Macron, c'est-à-dire distribuer des cadeaux pour les plus riches, ils épargnent. Comment elles augmentent les salaires, Emmanuel Bompard, ces entreprises? Mais je suis en train de vous répondre, parce qu'elles auront davantage de débouchés, davantage de carnet de commandes, donc elles auront une activité économique plus importante et qu'elles auront cette possibilité. Maintenant, je ne vais pas esquiver le sujet. Il y a aussi besoin d'avoir des mécanismes de solidarité entre entreprises, c'est-à-dire nous proposons de mettre en place une caisse de péréquation, c'est-à-dire que l'augmentation du SMIC soit répercutée pour faire payer davantage les grandes entreprises parce qu'elles en ont les moyens et moins les petites et les moyennes entreprises. Ensuite... Attendez, vous allez trop vite sur la caisse de péréquation, parce qu'en fait, c'est quoi? C'est les grandes entreprises qui vont donner de l'argent aux petites entreprises qui vont pour qu'elles puissent augmenter les salaires. Davantage en termes de cotisation que les petites et les moyennes entreprises. Oui, je vous le confirme. C'est une forme de péréquation entre les entreprises. Attendez, j'ai pas fini. Troisième argument... troisième chose pour les petites et les moyennes entreprises, nous allons bloquer le prix de l'électricité. Or, tout le monde sait que depuis 3 ans, ce qui met en très grande difficulté nos artisans et nos petites et moyennes entreprises, c'est l'envolée des prix de l'électricité. Avec notre programme, ils vont faire des économies immédiatement, puisque les prix de l'électricité vont être bloqués. Qui baisserait mécaniquement de 15%, disait l'autre jour Bruno Le Maire, d'ici l'automne. Voilà. Non, mais alors Bruno Le Maire et Gabriel Attal, ils sont drôles. Ils ont augmenté le prix de l'électricité de 10% au 1er février. Et maintenant, ils nous disent que s'ils arrivent au pouvoir, ça va baisser de 15%. Écoutez, franchement, c'est pas sérieux. Le système de régulation. On était en train de parler des PME. Je vous ai donné au moins 3 exemples. Carnet de commandes, carnet de commandes, caisse de péréquation, blocage du prix de l'électricité. Je vous ai fait une dernière proposition pour les PME. Possibilité de disposer d'un pôle public bancaire qui fera des prêts à taux zéro pour ces entreprises. Le temps... Parce que vous avez raison sur un point, c'est que si vous augmentez les salaires, le temps que ça soit réinjecté dans l'économie, ça peut prendre quelques mois. Et là, il y a la possibilité de disposer d'emprunts à taux zéro garantis par l'État. L'heure tourne, Manuel Bompard, vous êtes avec nous jusqu'à 9h30. Je sais, mais c'est des sujets techniques. Et on va continuer d'évoquer tous ces sujets juste après le fil info. Il est pour interroger tout à l'heure Manuel Bompard, 0809 40 41 42 ou franceinfo.fr. Le coordinateur de la France Insoumise est avec nous jusqu'à 9h30 sur France Info. Pour venir au secours du pouvoir d'achat des Français, vous souhaitez le blocage des prix, vous nous avez parlé de l'électricité, mais des produits de première nécessité également. À quel prix? Au prix de 2019, avant l'inflation? Oui, revenir au prix avant le choc inflationniste qu'on a connu ces dernières années. Mais ça veut dire revenir à des prix qui sont parfois 20-25% en dessous des prix actuels. Oui. Si vous voulez faire en sorte... qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que les prix aient augmenté de 20 ou 25%? Le prix des matières premières. Non. L'énergie, les matières premières. Non, certainement pas. Non, pas du tout. Il y a la guerre en Ukraine. Non. Excusez-moi, le FMI vous dit 50% de l'augmentation des prix est due à l'augmentation. Il y a des spéculations aussi, mais... Non, c'est pas aussi. 50%, chiffre du FMI, d'accord? 50% de l'augmentation des prix est due à l'augmentation des marges et des profits des grandes entreprises. Dans la même période, sur un an, je le sais, j'ai été rapporteur d'une proposition de loi à l'Assemblée nationale sur le sujet. Dans la même période, sur un an, les prix payés aux producteurs, par exemple, prenons le secteur alimentaire, les prix payés aux producteurs ont baissé de 10%, les prix pour les consommateurs ont augmenté de 20%, et au milieu, les marges de l'industrie agroalimentaire ont augmenté de 70%. Donc là, juridiquement, les prix administrés, ça n'existe plus depuis 1986, ça veut dire qu'il faut changer la loi? Mais non, mais c'est pas des prix administrés si vous dites on baisse tous les prix mécaniquement de 25%. Excusez-moi, c'est pas ce que j'ai dit. Premièrement, c'est ce que j'avais compris. Mais... J'ai dit que nous allons mettre en œuvre exactement le même dispositif qui existe déjà en France. Oui. Sur l'île de la Réunion, c'est-à-dire ça s'appelle le bouclier qualité-prix. Il y a 150 prix. Chaque année, c'est discuté avec les fournisseurs, avec les distributeurs. Mais ça, c'est lié à la situation particulière de certains territoires, notamment parce qu'il y a la question de l'approvisionnement. C'est pas, c'est quand on a bloqué le prix du gel hydroalcoolique, c'était dû à la spécificité mais encore une fois, c'était lié à la spécificité de ce produit et de la période, vous le savez bien. Et quand on a bloqué le prix du carburant, Michel Rocard l'a fait en France, c'était lié. Vous pouvez me dire qu'à chaque fois, c'est dû à une situation spécifique, mais moi, je vous dis que c'est spécifique aujourd'hui parce qu'on vit une crise inflationniste. On comprend bien comment vous allez le faire quand vous dites blocage. Est-ce que ça veut dire que l'État
paient la différence Mais non, ça veut dire aux entreprises, ou alors c'est vraiment les entreprises qui font l'énorme effort de baisser les prix de 20-25%? Et elles font l'effort qui n'est pas énorme, puisque précisément elles ont vu leur marge être décuplée et augmenter de manière extraordinairement importante dans la période précédente. Donc franchement, personne ne va vendre à perte, hein. Il y a un risque de pénurie et ça vous pouvez pas l'écarter. Non, il n'y a aucun risque de pénurie. Les entreprises qui vont considérer que elles perdent trop d'argent en raison du prix qui est jugé insuffisant, soit elles vont arrêter de produire, soit elles vont se dire je vais répondre à vos deux questions en même temps. Il n'y a pas besoin de changer la loi parce que ça existe déjà. C'est un article du Code du commerce qui permet de prendre en France des mesures temporaire. En cas de crise, En cas de circonstances particulières. Et excusez-moi, l'inflation a des taux auxquels on est aujourd'hui. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'inflation est autour de 2 à 3%. Non, mais sur les 3 dernières années, on a eu quasiment 20% d'inflation sur les produits alimentaires. On revient au prix de 2019, mais du coup, les entreprises qui vont cesser de produire. Et franchement, si vous posez 4 questions en même temps, c'est compliqué d'expliquer. Non, je cherche à avoir des précisions. Je crois que je suis en train de vous les donner. Donc voilà pour vous répondre sur la question de la loi. C'est un article du Code du commerce. Maintenant, je réponds à votre question. C'est donc une mesure qui est une mesure temporaire. Je vous dis que les entreprises ne vont pas modifier l'ensemble de leur chaîne de distribution pour une mesure temporaire qui dure 6 mois. Je vous dis que les entreprises... 6 mois. C'est ce que dit le Code de commerce. Oui, mais on peut ensuite le prolonger. Voilà. Mais il y aura besoin de le prolonger que si les mesures structurelles qu'on met en place par ailleurs, augmentation des salaires par exemple, n'ont pas suffisamment pris le dessus. Mais c'est une mesure temporaire qui permet immédiatement de redonner une bouffée d'oxygène aux Françaises et aux Français. Et ces entreprises, celles dont on parle, c'est-à-dire les industriels de l'agroalimentaire, c'est-à-dire les énergéticiens, et ils ont, dans la période précédente, fait des profits qui sont des profits faramineux, et donc ils ont tout à fait les épaules pour pouvoir accepter que oui, c'est eux qui vont faire l'effort. Parce que sinon, expliquez-moi pourquoi ça devrait être les consommatrices et les consommateurs qui font l'effort en permanence pour se serrer la ceinture, pour 40% d'entre eux renoncer à des achats alimentaires pour alimenter les profits de quelques très grandes multinationales. Pardonnez-moi, c'est cette situation-là qui est inacceptable et c'est plutôt la situation que l'on propose qui ramène de la justice sociale. On va revenir sur les questions de programme avec les auditeurs, évidemment, à partir de 9h. Je rappelle, vous pouvez poser vos questions directement à Manuel Bompard en appelant le 0809 40 41 42. Mais d'abord, Manuel Bompard, est-ce que Jean-Luc Mélenchon aurait dû se taire quand vous riez, mais il parle beaucoup, donc il fait beaucoup réagir. Est-ce qu'il aurait dû se taire quand est-ce qu'il n'aurait pas dû dire qu'il avait l'intention de diriger le pays? Mais non, mais franchement, Jean-Luc Mélenchon a l'intention de diriger le pays. Moi aussi, nous tous, en fait, nous avons l'intention de diriger le pays. D'ailleurs, nous avons cette intention. C'était un jeu qui voulait dire nous, alors. Mais Jean-Luc Mélenchon, ça vous a pas échappé, je crois, il a été 3 fois candidat à l'élection présidentielle. C'était sans doute parce qu'il avait une volonté de diriger le pays, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais le sujet, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans le nouveau Front Populaire qui considèrent que c'est un obstacle. Non, mais arrêtez, faut arrêter avec ça, parce que je dis d'ailleurs à ces gens que vous mettez dans une globalité, oui, mais je leur dis, mais calmement, tranquillement, arrêtez d'alimenter ce débat, parce qu'en vérité, on a précisément besoin, parce que moi, mon seul objectif, c'est la victoire du nouveau Front Populaire, de pouvoir concentrer nos arguments sur nos propositions et notre programme. Jean-Luc Mélenchon a dit, Adrien Quatennens qui s'en prend à François Ruffin. S'il vous plaît. Jean-Luc Mélenchon a dit, je ne suis candidat à rien. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il l'a dit, je ne suis candidat à rien. Donc il ne sera pas Premier ministre. Mais j'ai pas dit ça, je vous dis, il a dit qu'il n'est candidat à rien. Donc ça ne vous suffit pas? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et donc vous le dites aussi à Adrien Quatennens, ça, qui s'en prend à François Ruffin en disant, prends ta carte au RN. Non mais d'accord, mais si vous voulez, on peut aussi remonter à pourquoi François Ruffin a fait telle ou telle déclaration. Franchement, moi je ne vais pas rentrer dans ce débat. Je vous dis juste une chose. Mon seul objectif, ma seule boussole, c'est de faire le maximum pour permettre la victoire du nouveau Front Populaire et que Jean-Luc Mélenchon participe de cette campagne comme il le fait. C'est bon pour cette dynamique, on en a besoin et tout le monde devrait plutôt concentrer sa parole sur le fait de faire gagner des électrices et des électeurs plutôt que d'essayer de s'en prendre à un tel ou un tel. C'est la règle à laquelle nous nous sommes astreints à la France Insoumise depuis le début et ça reste la mienne jusqu'à la fin de cette campagne. Manuel Bompard, vous êtes sur France Info jusqu'à 9h30. On va laisser passer quelques minutes. Je vais vous laisser avec Salia Braclia, Renaud Dely qui va nous rejoindre après les infos. Vous répondez à leurs questions et à celles des auditeurs. Merci Salia Braclia et Jérôme Chapuis. L'information continue sur France Info. Nous sommes à 3 jours du premier tour des législatives et le RN progresse dans notre dernier sondage. 36% des intentions de vote, 29% pour le nouveau Front Populaire et 19,5% pour la majorité présidentielle.
Premier débat pour la présidentielle américaine cette nuit à Atlanta, avec la même affiche qu'il y a 4 ans, Donald Trump, Joe Biden, qui sont au coude à coude dans les sondages. Et les États-Unis suivent de près la situation en Bolivie. Le pouvoir dénonce une tentative de coup d'État. Scène surréaliste hier dans la capitale lorsque le chef des armées massait ses hommes et des blindés devant le palais présidentiel. Il a été depuis arrêté. À 3 jours du premier tour des élections législatives, notre dernier sondage, le RN progresse, renforcé par la frange des Républicains alliés à Éric Ciotti. C'est ce que révèle l'enquête Ipsos pour Radio France, France TV, Le Monde, Sciences Po, l'Institut Montaigne et la Fondation Jean Jaurès. Les chiffres, on les voit à l'écran, 36% d'intention de vote pour le Rassemblement National et Éric Ciotti. C'est un demi-point de plus que le précédent sondage. 29% pour le nouveau Front Populaire et 19,5% pour le camp présidentiel. Et je vous le rappelle, il y a une marge d'erreur comprise entre 0,2 et 1,1 point. Et Fabien Roussel, il appelle à se mobiliser pour que le RN ne l'emporte pas le 7 juillet prochain. Le secrétaire national du Parti communiste était l'invité de la matinale de France Info. Le plus grave des dangers, c'est que le Rassemblement national et ses alliés aient la majorité absolue et que ce soit Jordan Bardella qui soit demain Premier ministre. Et c'est pour ça que je suis effaré que la campagne, elle soit là en France aujourd'hui, en train de dire le danger, c'est Jean-Luc Mélenchon, ce qui n'arrivera jamais, alors que la réalité, c'est que ce soit Jordan Bardella qui puisse être demain Premier ministre avec la retraite à 66 ans. Débat décisif ce soir à suivre sur France 2 entre Jordan Bardella, Gabriel Attal et Olivier Faure. C'est à partir de 20h15 et animé par Caroline Roux. L'actualité à l'étranger avec ce que le président bolivien appelle une tentative de coup d'État. Des militaires ont essayé d'entrer dans le palais présidentiel, c'était hier. Et on va en parler avec Johanna Citruc depuis la rédaction internationale de France 24. Johanna, bonjour. Bonjour, le chef de l'armée a depuis été arrêté. Oui, il a été arrêté et démis de ses fonctions car c'est lui qui est accusé d'être à l'origine de cette tentative de coup d'État. C'est lui qui aurait dans la journée de mercredi réuni des hommes, des militaires et des blindés pour avancer en direction du palais présidentiel. Une fois sur place, ils sont restés plusieurs heures. Ils ont même essayé de forcer la porte du palais pour entrer à l'intérieur. Ce que le chef de l'armée a réussi à faire brièvement avant de se retirer. Lui et ses hommes ont fini par quitter les lieux en début de soirée. Ils se sont rendus dans une caserne militaire et c'est à ce moment-là qu'il a été appréhendé par la police. Voilà pour les faits maintenant concernant les motivations. Pourquoi avoir essayé de renverser le pouvoir ? Dans un premier temps, le général a expliqué que c'était pour défendre la démocratie, mais ensuite il a mis en cause le président Luis Arce qui lui aurait demandé de préparer quelque chose pour faire remonter sa cote de popularité avant la présidentielle de 2025. Difficile donc pour le moment de démêler le vrai du faux, mais en tout cas ces dernières heures les réactions internationales se sont multipliées, à l'image par exemple des États-Unis qui ont lancé un appel au calme. Merci beaucoup Johanna Citruc depuis la rédaction de France 24. On reste sur le continent américain, cette fois plus au nord, parce que la nuit prochaine, à 3h du matin, aura lieu le premier débat présidentiel de la campagne américaine entre Donald Trump et Joe Biden. L'âge de Joe Biden, les dérapages de Donald Trump, eh bien leurs faiblesses, elles vont être révélées au grand jour. Lors de cette confrontation, on retrouve notre correspondante Camille Gutin. Camille, vous êtes à Atlanta, où va se tenir ce débat? Oui, c'est aujourd'hui, juste derrière moi, que le premier grand débat présidentiel va avoir lieu entre Donald Trump versus Joe Biden. Alors chacun a beaucoup à perdre et beaucoup à gagner. Joe Biden, lui, il a pour le moment l'image d'un président plutôt vieilli, affaibli physiquement, qui ne serait pas apte à un second mandat. Il doit absolument prouver, c'est une nécessité, que ce n'est pas le cas. Vous savez, c'est d'ailleurs son équipe de campagne qui a choisi cette date, assez éloignée d'ailleurs la date de l'élection présidentielle pour le débat, pour qu'en cas d'erreur, de bourde, eh bien, ils aient le temps de corriger l'image de Joe Biden jusqu'à l'élection présidentielle. Pour Donald Trump, au contraire, eh bien, on a tout à gagner. C'est quelqu'un qui aime prendre la lumière, qui est plutôt bon pour critiquer ses adversaires. Et surtout, pour lui, c'est une véritable tribune politique qui va lui permettre de mobiliser son électorat. Il doit juste faire attention à ses affaires judiciaires. Ça pourrait détourner certains électeurs indépendants qui n'ont pas encore choisi pour qui voter. Les grands thèmes qui vont être abordés, eh bien, c'est forcément le thème le plus important pour les Américains, celui de l'économie.
Donald Trump va sûrement pousser pour le thème de l'immigration. Joe Biden va lui opposer la question de l'avortement. Et puis ce qu'on attend aussi beaucoup ici, c'est les petites phrases, les petites remarques piquantes qui font le sel des débats et l'histoire des débats américains. Camille Gutin, correspondante aux États-Unis. Un débat à suivre en direct sur France 2, ça sera cette nuit, donc à 3h du matin. Aux États-Unis, on y reste puisque cette nuit se tenait la draft, sorte de porte d'entrée en NBA pour les jeunes joueurs. Et 2 Français ont été sélectionnés aux 2 premières places. Et c'est historique, inédit. Zachary Risache, numéro 1, et Alexandre Sarr, numéro 2, succèdent donc à Victor Wembanyama. Ils joueront la saison prochaine respectivement pour Atlanta et Washington. Merci à Frédéric Chevalier d'avoir traduit ce journal en langue des signes. L'information continue sur France Info. Tout de suite, les informés. France Info, législative 2024. On vous répond. Et France Info continue de vous donner la parole à 3 jours des élections législatives. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise et représentant aujourd'hui du nouveau Front Populaire, répond à vos questions aujourd'hui. 0809 40 41 42. C'est le numéro du standard de France Info. Rendez-vous sur franceinfo.fr pour intervenir en direct. Et on accueille tout de suite notre première auditrice téléspectatrice, Françoise, qui nous appelle de Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Françoise. Bonjour Monsieur Bompard, bonjour Madame Bracchia et Monsieur Dely. Bonjour. Donc j'avais une question, vous avez parlé d'augmenter les impôts, de faire 14 tranches. Je n'ai pas trouvé d'informations sur Internet. Vous avez parlé de taxer au-delà de 4 000 € net. Et je voudrais savoir si c'est par personne ou par ménage. Par exemple, nous sommes un couple de retraités. Bien sûr, nous n'avons pas 4 000 € chacun de retraite, mais si nous sommes à 2, nous avons juste au-dessus 5 000 € de retraite à 2. Et du coup, est-ce qu'on va être fortement taxé au niveau des impôts ? Merci Françoise pour votre question. Merci beaucoup pour votre question Françoise. Donc je vous rassure immédiatement. Effectivement, notre proposition, d'abord, c'est pas d'augmenter les impôts, c'est d'introduire davantage de tranches pour mettre plus de proportionnalité dans l'impôt sur le revenu. Et quand nous disons que seules les personnes qui ont plus de 4 000 € net par mois vont payer plus d'impôts qu'aujourd'hui, ça concerne bien évidemment une personne seule qui gagne 4 000 € et certainement pas un ménage. Pour un ménage, ça va être à peu près le double. Donc ça ne vous concerne pas, vous, précisément. Et c'est 92% des Françaises et des Français qui verraient leur impôt baisser ou rester à l'identique par rapport à aujourd'hui. Et 8% des Françaises et des Français qui verraient leur impôt augmenter, sachant que sur ces 8% d'augmentation, c'est essentiellement sur les tranches le plus haut du spectre, en quelque sorte, c'est-à-dire les 0,1% des plus riches, les 0,01% des plus riches. Parce qu'un cadre qui gagne 4 000 € aujourd'hui, est-ce qu'il doit avoir peur de votre arrivée au pouvoir ? Pas avoir peur. S'il gagne plus de 4 000 € tout seul, sans enfant, il verra son impôt légèrement augmenter, mais c'est pas pour ça qu'il faut avoir peur. Vous savez, il y a aussi des gens qui trouvent ça normal quand ils gagnent un peu plus que la moyenne, et beaucoup plus que la moyenne, même quand on gagne 4 000 € déjà, de contribuer davantage que les autres à la solidarité nationale. Mais je veux dire que ceux qui verront leur impôt fortement augmenter, c'est ceux, parce que c'est quand même la situation actuelle qui est inexplicable, et insupportable. C'est qu'aujourd'hui, en France, les 0,1% des plus riches payent moins d'impôts par rapport à leurs revenus que les 10% des plus riches, par exemple. Ça, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Donc c'est ça qu'il faut résoudre. Mais on sait aussi que plus de la moitié des Français ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu. Oui. Donc ça veut dire que l'effort va se concentrer encore un peu plus sur une minorité de Français pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu. Ah bah oui, précisément, j'ai rien caché sur ce sujet. J'ai dit 8% des Français les plus riches, et en particulier les 1% des plus riches sur qui l'effort, comme vous le dites, va se concentrer. Mais moi, je considère que, si vous voulez, l'effort, il n'est pas concentré sur eux suffisamment aujourd'hui. Et en termes de ressources globales, cette réforme de l'impôt sur le revenu, c'est 14 tranches. Vous en attendez entre 5 et 10 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour le budget de l'État. Ça inclut une réforme de l'impôt sur le revenu avec les 14 tranches, et ça inclut aussi une réforme de la CSG pour rendre la CSG progressive. Et les chiffres que je vous donne sur les 92%, c'est une simulation qui a été faite tenant compte de ces 2 réformes.
Alors on va prendre la question d'un deuxième auditeur et téléspectateur. C'est Patrick qui nous appelle du département du Var, me semble-t-il, du côté de Fréjus. Bonjour Patrick, vous êtes à l'antenne, vous pouvez poser votre question à Manuel Bompard. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Ceci concerne les étudiants. Je voulais savoir s'il suffira de s'inscrire en fac pour bénéficier du revenu minimum d'environ 1 000 €. Et avec la suppression de Parcoursup, est-ce que vous vous engagez à ce que chaque étudiant voit ses vœux satisfaits ou y aura-t-il des quotas malgré tout ? Merci pour la question. D'abord sur la première partie de votre question, c'est ce qu'on a appelé la garantie d'autonomie dans le programme. Elle s'applique à l'ensemble des jeunes, qu'ils soient étudiants ou pas, jusqu'à 25 ans. C'est un coût qui est estimé, je crois de mémoire, autour de 12 milliards d'euros. Et la proposition, c'est de le financer par une réforme de l'héritage et notamment par l'introduction d'un héritage maximum, c'est-à-dire que au-delà, là aussi je veux rassurer les gens qui nous écoutent, je pense que ça ne les concerne pas, j'en suis même convaincu, puisque c'est au-delà de 12 millions d'euros de transmission de patrimoine, où là vous êtes davantage impacté. La philosophie générale, c'est de dire, il est normal qu'au moment de la transmission, en quelque sorte, il y ait une transmission de la société pour aider les jeunes à pouvoir, par exemple, étudier dans des bonnes conditions, ne pas avoir besoin de travailler en parallèle de leurs études. C'est la philosophie générale de cette mesure. Aussi pour les jeunes qui font pas d'études. Donc à partir de 18 ans jusqu'à combien, 25 ans, 25 ans. Oui. On peut toucher combien, 1 000 €. Oui. C'est la garantie d'autonomie, même si on fait rien. Mais c'est pas on fait rien, c'est bien évidemment conditionné à une formation, c'est conditionné au fait d'être dans un parcours d'études, bien sûr, il y a un conditionnement, c'est pas on fait rien. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui on est dans une situation où il y a une forme d'inégalité face aux études supérieures, parce qu'il y a des gens qui sont obligés de travailler. Il y a Patrick visiblement qui veut intervenir. Est-ce qu'il suffit de s'inscrire en fac ? Non, c'est pas forcément la fac, c'est avoir pris un engagement d'une formation qualifiante. Ça peut être à l'université, mais ça peut être une autre forme de formation. Et je réponds, Patrick, à la deuxième partie de votre question. Oui, nous sommes pour l'abrogation du système Parcoursup et pour le fait, et ça passe par l'augmentation massive du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche pour faire en sorte que tous les jeunes qui veulent s'inscrire en fac puissent le faire. Et en cas de sureffectif, on sait qu'aujourd'hui les universités font face à des effectifs considérable. Quel est le système si vous abrogez Parcoursup? Je vous ai tirage au sort comme ce qui existait avant, tirage au sort. Précisément, je vous ai parlé moi je souhaite qu'il y ait assez de place. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé d'une augmentation du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Non, tout le monde ne souhaite pas. Si vous souhaitez qu'il y ait davantage de place, ça veut dire qu'il faut investir pour qu'il y ait davantage de place dans nos universités. Et ça sera effectif dès cette rentrée? Forcément non, on va pas augmenter les capacités d'accueil dans les universités en 2 mois. J'en suis d'accord. Donc peut-être qu'il faudra des mesures provisoires pour aller vers cette situation, mais je peux pas vous dire autre chose que je suis pas capable, je pense que personne n'est capable dans ce pays d'augmenter le nombre de places à l'université en 2 mois en plein pendant les Jeux Olympiques. Donc ça, oui, forcément, il y aura des mesures transitoires. Mais l'objectif, c'est que n'importe quel jeune qui veut pouvoir avoir accès à des études supérieures doit pouvoir y avoir accès. Et je pense que notre société, elle en sortirait grandie. Direction le Gard maintenant, où Alain nous attend. Bonjour Alain. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Monsieur Bompard. Bonjour. Voilà, je voulais simplement faire un peu de politique fiction et envisager le second tour. On a assisté depuis quelques mois à une dédiabolisation du parti d'extrême droite, le RN, qui prône la préférence nationale, et parallèlement à une diabolisation donc des insoumis. Et donc, ne craignent-ils pas, M. Bompard, que le Front républicain qui existait auparavant quand un candidat RN était opposé à un candidat républicain joue pas de la même façon si un candidat donc Front populaire est opposé à un candidat Rassemblement national au second tour de ces élections? Bonjour d'abord Alain, vous avez raison. Et quand j'entends les déclarations aujourd'hui, y compris si j'en crois la presse, jusqu'au président de la République lui-même, cette manière de faire un nini, c'est-à-dire de renvoyer dos à dos aujourd'hui, on en a parlé au début de l'émission, l'extrême droite dont tout le monde connaît la nature du projet, qui est un projet qui rompt avec les principes républicains qui sont les nôtres, et le projet du nouveau Front populaire, c'est tout simplement inacceptable. Donc est-ce que je le crains? Je constate aujourd'hui que les déclarations du camp présidentiel sur ce sujet sont d'une ambiguïté qui est tout à fait inacceptable. Donc plutôt je les invite à clarifier leurs intentions, c'est-à-dire à être capable de choisir
Je pense, y compris aux gens de droite, parce que, excusez-moi de vous le dire, mais traditionnellement, en France, y compris quand on était par exemple de tradition gaulliste, on savait faire la différence entre son opposition de gauche et l'extrême droite. Donc la démarche qu'a entrepris Marine Tondelier, l'écologiste, elle a écrit aux dirigeants du camp présidentiel en disant il faut qu'on se voit pour qu'on... Elle a raison de le faire. Elle a raison de le faire pour essayer de mettre la pression et pour essayer de clarifier une ambiguïté sur l'incapacité à choisir au second tour de la part des macronistes entre le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire. Et vous, Manuel Bompard, il n'y a pas d'ambiguïté. Au cas où la gauche ne serait pas en mesure de l'emporter, vous appellerez à voter pour les candidats macronistes contre le Rassemblement national. Nous avons toujours tenu le même discours et j'en reste à la même formule que celle qu'a notamment eu Jean-Luc Mélenchon entre les deux tours de l'élection présidentielle. Nous dirons à nos électrices et nos électeurs, pas une seule voix pour le Rassemblement national. Je pense que c'est une position... Quitte à voter blanc. Non mais ça c'est les gens qui décident, madame. Moi je décide pas à leur place. Donc vous n'appellerez pas à voter pour le candidat républicain opposé à l'extrême droite. Et je vous ai donné la position, pas une seule voix pour le Rassemblement national. Que les macronistes soient capables de dire, comme moi, pas une seule voix pour le Rassemblement national. Mais pardon Manuel Bompard, mais quitte à s'abstenir, quitte à voter blanc. Mais madame, c'est pas, je suis pas en train, moi c'est pas moi qui décide à la place des électrices et des électeurs, donc à eux de décider quelle est la meilleure manière de faire perdre le Rassemblement national. Voilà, moi, ma position, elle est simple, elle est claire. Je dis à mes électrices, mais d'abord ils m'appartiennent pas. Non mais je vous pose la question parce que vous savez que le vote blanc ou l'abstention, ça fait pas forcément perdre le Rassemblement national. Bah ça le fait pas gagner. La mobilisation, si ça peut le faire gagner. Bah, si. L'abstention, ça peut le faire gagner. Même le vote blanc. Dans ce cas-là, parlez-en. Je voulais dire. Enfin, je sais pas. Moi, je crois que ma position, elle peut pas être plus claire que ça. Je suis pas en train de vous dire ni. Vous voyez, je suis pas un macroniste. Je suis en train de vous dire non. Si vous avez le sentiment, si vous avez l'impression qu'en quelque sorte le Rassemblement national peut porter vos valeurs ou vos aspirations, vous vous faites tromper. Donc ne tombez pas dans ce piège-là. Voilà. Mais pardon, j'entends qu'on fasse parfois de la politique fiction, mais moi mon objectif, c'est de gagner. Donc mon objectif, c'est pas de me positionner pour savoir lequel des deux autres va gagner entre les macronistes et le Rassemblement national. Mon objectif, c'est qu'il y ait un gouvernement du Nouveau Front populaire qui arrive au pouvoir et qu'on soit qualifié au deuxième tour dans l'ensemble des circonscriptions et qu'au deuxième tour, on puisse remporter une majorité absolue. Ça, c'est mon objectif. Et ensuite, vous comprendrez que dimanche soir, vous aurez des informations précises sur la manière avec laquelle on se comportera dans les circonscriptions. Et ce sera d'ailleurs une position globale du Nouveau Front populaire ? Tout le monde aura la même position ? Je le souhaite, oui. Y compris, voilà. Je le pense, oui. Donc personne du Front populaire n'appellera à voter pour un candidat républicain face à l'extrême droite. Non, mais attendez, je suis pas en train de vous dire ça là. Ouais. Je vous ai dit que dimanche soir, vous auriez. Je faisais référence notamment à la question d'éventuels désistements dans des triangulaires, etc. Puisque je sais que c'est une question qui est au cœur de l'actualité. Je vous dis que moi, personnellement, je donnerai ma position dimanche. Pour le reste, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, a déjà donné sa position. Manuel Bompard, vous restez avec nous pour continuer à répondre aux questions des auditeurs et des téléspectateurs de France Info. Avec Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise et représentant du Nouveau Front populaire. Donc vous répondez aux questions des auditeurs et des téléspectateurs de France Info ce matin. Et c'est Clémence qui nous appelle de Bourg-en-Bresse. Bonjour Clémence. Oui, bonjour. Votre Je voulais savoir si le Nouveau Front populaire souhaiterait conserver la réforme du bac d'Emmanuel Macron. Alors c'est une bonne question, Clémence. En toute honnêteté, en toute transparence avec vous, je crois que ce point ne figure pas précisément dans le programme qui a été élaboré par le Nouveau Front populaire. Mais par contre, je peux vous donner la position qui est celle que personnellement je défends et que défend la France Insoumise, c'est l'abrogation de cette réforme du bac. Par contre, il y a un point qui figure dans le programme du Nouveau Front populaire, c'est l'abrogation immédiate de cette fameuse réforme sur le choc des savoirs qui a été mise en place par Gabriel Attal et qui, ces derniers mois, a suscité beaucoup de réactions, beaucoup de mobilisations des parents d'élèves, des professeurs, des élèves eux-mêmes. Donc si nous arrivons au pouvoir, c'est une réforme que nous allons abroger immédiatement. Voilà ce que je peux vous répondre sur cette question. Voilà pour Clémence. Alors nous allons prendre un autre auditeur. Nous avons en ligne Jean-Baptiste qui nous appelle de Strasbourg. Jean-Baptiste, vous avez une question pour Manuel Bompard qui vous écoute. Bonjour. Bonjour Monsieur Bompard. Bonjour. J'avais une question qui était simple par rapport à l'accession de la propriété pour les jeunes actifs. Alors c'est mon cas, je suis âgé de 27 ans et je pense comme beaucoup, je me pose la question de est-ce que l'accessibilité à la propriété serait plus ou moins facile si vous passez au pouvoir, pardon. Ou du moins qu'est-ce que vous proposez pour les jeunes actifs pour pouvoir accéder à la propriété?
D'abord, merci pour la question. Je pense que dans le programme aujourd'hui, il n'y a pas de mesures, de dispositifs spécifiques sur cette question, mais il y a des dispositifs qui ont un impact sur cette question. Aujourd'hui, on sait qu'on est confronté à une crise du logement, notamment parce qu'on n'a pas construit suffisamment de logements, qu'on a des problèmes de rénovation thermique des logements, par exemple. Donc, il y a l'idée d'avoir un grand plan de développement du logement social en particulier, mais pas seulement. Et tout le monde sait que si vous développez du logement social, vous allez aussi baisser la pression sur le parc privé. Mais ça va prendre des années, on n'a pas assez de logements sociaux. Je suis d'accord, c'est pour ça qu'il faut en construire davantage. Oui, donc c'est pas une réponse immédiate pour... Mais attendez, j'ai répondu en toute transparence, Salia Brakia. J'ai dit, à ma connaissance, il n'y a pas de dispositif spécifique. Moi, je porte la parole d'une coalition, donc je ne vais pas inventer des mesures au milieu. Donc j'entends qu'il y a un sujet sur cette question. Je vous dis, il y a d'autres dispositifs dans notre programme qui ont un impact sur cette question. J'ai parlé de ce qui était dans notre programme, c'est-à-dire le développement de la construction des logements sociaux. Je pense que tout ce que nous mettons dans le programme en matière, en particulier d'augmentation des ressources, des salaires, vous me parlez des jeunes actifs en particulier, il me semble que leur permettre d'avoir accès à un emploi, d'avoir accès à des revenus plus importants que ceux à quoi ils ont accès aujourd'hui, c'est aussi faciliter le fait qu'ensuite ils puissent, s'ils le souhaitent, accéder à la propriété. Voilà. Maintenant, j'entends qu'il y a une question qui manifestement n'est sans doute pas traitée en entier dans le programme. Il faut quand même comprendre que Emmanuel Macron nous a laissé 4 jours pour élaborer notre programme. Donc je pense qu'il faut avoir l'honnêteté, la sincérité de reconnaître que toutes les questions n'ont pas pu être tranchées. Mais comme nous souhaitons reparlementariser la vie politique, j'entends que sur la question du logement, sujet sur lequel il n'y a pas eu une seule proposition de loi, à part un truc soi-disant anti-squat pour favoriser les expulsions qui a été déposé à l'Assemblée nationale ces dernières années, une majorité du nouveau Front populaire l'exonération des frais de notaire jusqu'à 250 000 € pour les... Ouais. On peut se poser la question s'il pense que c'est une bonne idée, pourquoi il ne l'a pas fait avant. Mais de toute façon, dès que M. Gabriel Attal fait des propositions, tout le monde se pose la question de savoir pourquoi, s'il pense que c'était si important, il ne l'a pas fait précédemment. Donc voilà, j'ai essayé de répondre, Jean-Baptiste, en honnêteté, en transparence sur ce qu'il y a dans le programme et ce qu'il n'y a pas. Bon, il va falloir attendre un peu alors du coup, Jean-Baptiste. Patrick, dans l'Aude, a une question pour vous, Manuel Bompard. Bonjour Patrick. Bonjour Emmanuel, bonjour Emmanuel Bompard. Alors je suis dans l'Aube, 10 200 Fontaine, à côté de Barthuron, et pas dans l'Aube. Dans l'Aube. Voilà. Une lettre de différence. Ma question est la suivante. Je suis heureux que le nouveau Front populaire puisse exister. Est-ce que les formations politiques et associatives et autres qui le composent sauront garder ce même esprit si, imaginons le pire, le RN prend le pouvoir ? Et qu'il n'y ait pas d'hégémonie entre les uns et les autres pour donner ce qui me semble juste à nous autres qui avons souffert et qui souffrons terriblement de ce système ultralibéral. Merci d'abord pour la question. D'abord, je dois vous dire, c'est pas de la langue de bois, mais je préfère le dire quand même, que notre objectif aujourd'hui, c'est d'abord de tout faire pour que le Rassemblement national ne puisse pas s'emparer du pouvoir et qu'il nous reste quelques jours de campagne. Et moi, je m'adresse aux gens qui nous écoutent. Mobilisez-vous, allez voter. On a des taux de participation qui s'annoncent plus importants que ce qu'on a observé à la dernière élection législative, mais beaucoup plus faibles, par exemple, que ce qu'on a pu observer au premier tour de la dernière élection présidentielle. Donc, il y a encore du travail pour convaincre les électrices et les électeurs de se mobiliser aujourd'hui. C'est en quelque sorte le dernier jour pour faire une procuration si vous ne pouvez pas voter. Maintenant, pour répondre à votre question, moi en tout cas, je souhaite que le rassemblement, et vous avez raison de le préciser, qui n'est pas qu'un rassemblement des formations politiques, mais un rassemblement dans lequel s'impliquent aussi des syndicalistes, des militants associatifs, des personnalités du monde de l'art et de la culture, des intellectuels, des économistes. On m'a beaucoup parlé d'économie et de notre programme aujourd'hui, et c'est très bien. Je rappelle que ce programme est le seul qui aujourd'hui a reçu le soutien de plusieurs centaines d'économistes. Donc sur la crédibilité de notre programme, il se demande si ça va durer cette coalition. On peut détailler une réponse de temps en temps. Vous le faites depuis tout à l'heure. Oui, donc je vous dis juste que d'abord c'est important de préciser la spécificité de ce rassemblement. Et je vous dis pas ça pour perdre du temps, je vous dis ça parce que ça me paraît important pour la suite de la réponse. Donc oui, Patrick, si par malheur l'extrême droite devait s'emparer du pouvoir, je souhaite que cette dynamique de rassemblement, elle se poursuive pour s'y opposer, pour empêcher les mauvais coups que l'extrême droite va vouloir infliger au pays, pour le faire reculer. On parlait de la déclaration de Marine Le Pen tout à l'heure. Oui, bien sûr qu'il y aura de la résistance dans la rue, ça sera nécessaire parce que c'est beaucoup de mauvais coups qui vont tomber sur les gens. Vous l'avez vu, par exemple, quand le Rassemblement national propose d'interdire
de certains emplois. Les Français qui sont binationaux, ça représente plus de 3 millions de Français qui seraient concernés dans cette situation. On aura besoin de résister. La proposition, pour être précis, du Rassemblement national vise ce qu'ils appellent, eux, des postes stratégiques, notamment dans le côté de la défense. C'est pas 3 millions de personnes, juste pour être factuel. Est-ce que vous êtes au courant qu'au début de l'année, cette année, en janvier 2024, le Rassemblement national a déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale. La première signataire était Marine Le Pen, dans lequel il voulait modifier la Constitution pour permettre d'appliquer ce principe à l'ensemble des emplois de l'administration publique, y compris des missions de service public, y compris par exemple des journalistes de France Info, qui s'ils ont une double nationalité, pourraient, si le Rassemblement national le décidait, ne plus pouvoir occuper cet emploi. Là, ça devrait indigner, et je peux vous dire que ça a choqué beaucoup de gens. Mais le RN a dit qu'il avait changé d'avis. Oui, mais le RN, dans cette campagne, dit tous les jours qu'il a changé d'avis sur un sujet. Donc ils ont changé d'avis sur tout, et tout le monde se rend compte à quel point leur programme est tout simplement inapplicable, mais il est dangereux, parce qu'il y a ce qu'on dit dans les campagnes électorales, et il y a ce qu'on fait une fois qu'on arrive au pouvoir. Et quand on est le Rassemblement national, quand on est capable de changer aussi vite dans la campagne, malheureusement on est capable de changer aussi vite une fois au pouvoir. Marine Le Pen, justement, vous en parliez, je vais me faire le porte-parole d'une question qui nous est posée par une auditrice par Internet, Rosa, qui fait allusion aux propos de Marine Le Pen ce matin. Je cite Marine Le Pen, chef des armées, dit-elle, donc à propos du président de la République, c'est un titre honorifique puisque c'est le Premier ministre qui tient les cordons de la bourse. C'est pas une question, évidemment, c'est pas un sujet innocent dans le contexte qu'on connaît en Europe. Est-ce que, en cas de cohabitation, effectivement, eh bien, c'est le Premier ministre, de fait, qui décide de la politique militaire de la France, la politique de défense? Est-ce que chef des armées, c'est un titre purement honorifique? C'est la Constitution. La Constitution, elle dit que, par exemple, l'engagement de forces armées doit se faire par un vote à l'Assemblée nationale, par exemple. Normalement, si on précise de manière, si on applique de manière très claire la Constitution. Donc oui, de ce point de vue-là, c'est vrai que si le gouvernement du nouveau Front populaire arrive au pouvoir demain, il est en charge aussi de la politique de défense nationale. Ça, c'est une certitude. Maintenant, vous savez très bien que dans une situation de cohabitation, il faut faire en sorte, notamment sur les prises de parole internationales, d'avoir en gros le même discours, parce que sinon vous affaiblissez la parole de la France sur la scène internationale. Il faut être capable de faire preuve de responsabilité, et nous serions capables de faire preuve de responsabilité dans ces circonstances. C'est le Premier ministre qui décide, dites-vous, effectivement, et là se repose la question. Et l'Assemblée nationale, ça me paraît important. Et là se repose la question de qui, alors à gauche, puisqu'on l'a vu pendant la campagne européenne, il y a de fortes dissensions, notamment dans l'attitude et dans le soutien à l'Ukraine, très concrètement, en matière de livraison d'avions, d'armes, etc., entre la campagne qu'a menée Raphaël Glucksmann et celle que menaient les Insoumis. Donc, c'est pas forcément la même politique à l'endroit de l'Ukraine, selon que le Premier ministre en question soit insoumis ou soit socialiste, par exemple. On porte le même programme dans cette campagne, vous êtes d'accord? Et dans ce programme, la question de notre politique vis-à-vis de l'Ukraine est précisée. C'est-à-dire que nous soutenons le peuple ukrainien face à l'agression inacceptable de Vladimir Poutine. Nous sommes d'accord avec... Y compris donc les envois d'avions qui ont été promis par Emmanuel Macron au président Zelensky. Attendez, nous sommes d'accord avec le fait d'aider les Ukrainiens à se défendre, et nous avons des lignes rouges. Et les lignes rouges, il me semble qu'elles sont communes. C'est par exemple le fait que on n'envoie pas de troupes françaises au sol en Ukraine. Attendez, pour le reste, vous avez volontairement omis de rappeler que c'est pas seulement le Premier ministre qui le décide, c'est l'Assemblée nationale. Et vous avez omis volontairement de le rappeler pour pouvoir concentrer votre question sur la personne qui serait Premier ministre. Sauf qu'à partir du moment où c'est l'Assemblée nationale qui le décide, Renaud Dely, donc on n'a pas de difficulté sur ce sujet. Mais vous avez omis de me répondre, si je puis me permettre, sur les avions. Non, mais j'allais y venir. Votre position, puisque précisément si c'est à l'Assemblée nationale que ça se décide, s'il doit y avoir des nuances entre nous, par exemple, moi sur les avions, je vous réponds, si elles permettent de frapper le sol russe, je n'y suis pas à titre personnel, et je crois que c'est la position de la France insoumise favorable. Et c'était pas la position de Raphaël Glucksmann. S'il y a des nuances sur ce sujet, puisque nous disons puisqu'il y a des nuances sur ce sujet, et elles existent, c'est une vérité, puisque je vous dis que c'est l'Assemblée nationale qui doit être réhabilitée dans ce rôle par rapport à ce qu'a fait Emmanuel Macron, ces nuances pourront être traitées dans le cadre du débat parlementaire. Bon, on n'a plus le temps, malheureusement pour tous les je suis désolé pour les auditrices et les auditeurs. Désolé, on n'a plus le temps, mais merci à vous, Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise et représentant donc du nouveau Front populaire.